lors de cette fête d'entreprise, j'ai tendu la main pour serrer mon mari dans mes bras. Rien de dramatique, juste un petit contact, un rappel que nous étions encore nous. Mais il m'a repoussé si fort que ma boisson a presque touché le sol. « Ne me touche pas », a-t-il claqué, assez fort pour que toute la pièce l'entende. Sa sœur m'a tiré à part avec un sourire à moitié apitoyé et m'a demandé « Mauvaise soirée ?» Je lui ai rendu son sourire, mais le mien était grinçant. La dernière, en fait. Et au matin, j'étais parti. Pas de dispute, pas de larmes. Juste un mot sur le comptoir de la cuisine et un silence que je portais depuis bien trop longtemps a finalement éclaté. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Dites simplement j'écoute ou dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. J'aime voir jusqu'où mon histoire peut aller. Parfois, même la plus petite connexion rend une vérité comme celle-ci plus facile à porter. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Si mon histoire résonne, ou si vous voulez plus de voix authentiques comme la mienne, n'hésitez pas à vous abonner. Cela maintient cet espace en vie pour les personnes qui n'ont nulle part ailleurs où parler. Je m'appelle Alarqueen, et voici comment tout s'est effondré avant que je ne me reconstruise enfin. Je me tenais sous la lumière froide des néons du Skyline Lounge, le genre de lumière qui rendait tout le monde plus vif, plus riche, plus soigné qu'il ne l'était en réalité. La fête annuelle de Silver Peak battait son plein, verre qui tintait, collègues qui riaient trop fort, un DJ qui essayait de nous convaincre que c'était amusant. Mais à l'intérieur, je me sentais comme une invitée déplacée dans ma propre vie. J'ai aperçu Mason de l'autre côté de la pièce, entouré de ses collègues, la posture plus droite que d'habitude, le costume un peu trop parfaitement ajusté, le sourire un peu trop théâtral. Je me suis dirigé vers lui avec un espoir discret, juste un petit geste, un simple contact sur sa taille, une photo rapide pour montrer que nous étions toujours un front uni. Avant même que mes doigts ne se posent, il a sursauté comme si je l'avais brûlé. Sa voix a percé le bruit, « Ne me touche pas ». Les conversations autour de nous se sont interrompues pendant une demi-seconde. Les visages se sont tournés, mes joues ont rougeoyé d'une chaleur que je ne pouvais pas contrôler. J'ai forcé un sourire, le genre qui n'atteint pas les yeux mais qui vous maintient en vie, et j'ai avalé l'humiliation centimètre par centimètre. À côté de lui se tenait Ryder Slat, son expression illisible, la lueur de quelque chose de suffisant scintillant sous des yeux indifférents. À ce moment-là, je n'ai pas compris ce que cela signifiait, mais mon corps l'a ressenti avant mon esprit, quelque chose n'allait pas ici. Sienna est apparue à côté de moi, des doigts doux sur mon bras. « Mauvaise soirée » a-t-elle chuchoté. J'ai répondu avec un sourire, trop calme pour être naturel. La dernière, en fait. Elle a cligné des yeux avec force, comme si elle savait plus qu'elle ne pouvait en dire. Quand j'ai regardé en arrière, Mason et Ryder riaient, trop proches, trop familiers. Pas le genre de proximité qui vient des collègues, mais des secrets. Alors que la fête s'éternisait, je l'ai vu sous un nouveau jour. Ses nouveaux vêtements, son nouveau ton, la façon dont il vérifiait son téléphone dès qu'il pensait que personne ne regardait. Tout ce qu'il faisait semblait préparé pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. Je suis sorti sur la terrasse du toit, le vent de Denver me transperçant directement ma robe. Et pour la première fois en 12 ans de mariage, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi, un fil se détachant. La douleur n'a pas explosé. Elle s'est installée comme une tempête silencieuse, le genre qui détruit lentement sans hausser la voix. Quand je suis entré dans la salle de bain et que j'ai aperçu mon reflet, les yeux cernés d'humiliation et de colère, j'ai su une chose avec une clarté absolue. Il y avait quelque chose que Mason me cachait. Et quoi que ce soit, c'était plus grand qu'une mauvaise soirée à une fête d'entreprise. La maison à Highland S Ranch était douloureusement silencieuse quand je suis rentré. Trop propre, trop ordonné. Le genre de silence qui vous fait vous sentir comme une étrangère dans votre propre maison. Mason a marmonné quelque chose à propos de la fatigue et est allé directement sous la douche. Puis est venu le bruit qui m'a figé sur place, le clic du verrou de la salle de bain. Il n'avait jamais verrouillé une porte dans cette maison. Je suis resté dans le couloir à écouter l'eau couler, sentant la distance entre nous s'élargir comme un canyon. Je suis allé dans la chambre pour ramasser ses vêtements pour la lessive, et c'est alors que j'ai vu une poussière de lumière champagne scintiller faiblement sous le plafonnier sur son col. Je n'utilisais jamais cette teinte. J'utilisais rarement du maquillage. Mes mains sont devenues froides. Ce n'était pas une preuve, mais c'était un début. J'ai continué en pilote automatique, ouvrant la fermeture éclair de son sac de sport pour y jeter une serviette.
Quelque chose de dur a cogné contre ma main. Un téléphone. Pas le sien, pas un que je reconnaissais. Mon pouce est accéléré en l'allumant. Pas de mot de passe, pas de tentative de dissimulation, presque comme s'il croyait que je ne le remettrais jamais en question. Une série de messages est apparue immédiatement. Chambre 519, même endroit. Je te veux ce soir. L'air a quitté mes poumons en une expiration silencieuse et contrôlée. Je n'ai pas enragé, je n'ai pas éclaté en sanglots. Au lieu de cela, je me suis senti tomber dans un engourdissement silencieux, une chute libre qui ressemblait étrangement à un soulagement. La vérité n'était pas seulement l'infidélité. C'était le manque de respect, la distance délibérée, des années de petites trahisons que je ne m'étais jamais laissé voir jusqu'à présent. Le lendemain après-midi, j'ai rencontré Sienna dans un café du quartier de Lodo. J'ai dansé autour de la vérité, la laissant combler les lacunes. Elle a continué à remuer son café longtemps après qu'il se soit dissous, les yeux fuyants, la mâchoire serrée. Quand j'ai finalement mentionné que Mason agissait différemment, plus froidement, distraitement, secrètement, elle a craqué. Ryder influence Mason plus que tu ne le penses. Ces mots sont tombés lourdement, trop lourdement pour être désinvoltes, trop délibérés pour être accidentels. Elle avait l'air de le regretter immédiatement, mais il était trop tard. J'ai vu quelque chose dans son expression, un avertissement enveloppé de culpabilité. Ce soir-là, je me suis tenu sur le balcon, regardant les lumières s'étendre sur Denver. Tout me paraissait suspendu, fragile, aiguisé par la suspicion. Mon cœur ne se brisait plus. Il se préparait. Je tenais le téléphone jetable dans ma main comme s'il s'agissait d'une clé. Une clé de la vérité. Une clé de la fin. Une clé du début de quelque chose. Je ne m'attendais pas à une version de moi qui n'avait pas peur de regarder droit dans l'obscurité. Si Mason cachait quelque chose, je le trouverais. Et quand je l'aurais trouvé, plus rien dans nos vies ne serait plus jamais pareil. Sienna m'a demandé de monter à Lookout Mountain avec elle, le genre de demande silencieuse qui me disait déjà qu'elle ne m'y emmenait pas pour le paysage. L'air était raréfié, plus froid que le temps ne l'aurait permis, et aucune de nous n'a parlé pendant la majeure partie du trajet. Lorsque nous nous sommes finalement garés avec vue sur toute l'étendue de Denver, je me suis tourné vers elle parce que je ne pouvais plus me retenir. « Sienna, dis-moi ce que tu sais sur Mason, sur qui que ce soit qu'il fréquente. » Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé les lumières de la ville jusqu'à ce que ses cils tremblent. Quand elle a finalement parlé, sa voix s'est brisée. Ils se sont rapprochés trop vite. Mason et Ryder, ils travaillent tard, se rencontrent en dehors des heures de bureau, disparaissent sans rien dire à personne. Les gens de Silver Peak l'ont remarqué. Je l'ai remarqué. En l'entendant dire cela, le vent de la montagne m'a paru plus vif contre ma peau. Sienna n'était pas dramatique. Elle ne bavardait pas. Si elle le disait, c'est parce qu'elle avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas effacer. Elle n'arrêtait pas de tordre ses doigts ensemble comme si elle choisissait entre la loyauté et l'équité. Mason a dit qu'il voulait recommencer à zéro, a-t-elle chuchoté. Recommencer à neuf, sans aucun fardeau. Le mot m'a frappé plus fort que l'air froid. Fardeau. Et il parlait de moi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête parce que le choc était trop profond pour remonter à la surface pour l'instant. Quand je suis rentré à la maison, mon téléphone a sonné dès que j'ai franchi la porte. C'était Gillian. Elle n'a pas pris la peine de faire de la conversation. Mason a besoin d'espace, a-t-elle dit. Tu devrais lui laisser de la place pour grandir. Ne le retiens pas. Sa voix était calme, entraînée, comme si elle l'avait répété, comme s'ils en avaient déjà parlé. Quelque chose dans son ton m'a serré la poitrine. Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui me retirais, et elle a expiré brusquement, comme si j'étais un enfant qui refusait de comprendre. Ryder aide Mason à atteindre une meilleure position dans sa carrière. Tant que personne ne le tire vers le bas, il s'élèvera rapidement. Je me suis figé. L'implication était aussi claire que la buée qui se formait devant moi. Il n'était pas seulement au courant de la situation, il la soutenait. Plus tard ce soir-là, incapable de dormir, j'ai rouvert le deuxième téléphone. Un nouveau message est apparu, ne laisse personne découvrir notre relation. Ma peau s'est hérissée. Celui qui l'avait envoyé n'était pas seulement impliqué. Il cachait quelque chose, calculé, délibéré. Les murs de la maison me semblaient trop étroits, trop chargés de secrets, et je savais que je ne pouvais pas continuer à deviner.
J'avais besoin de la vérité, même si elle déchirait tout. Au lever du soleil, j'étais assise en face de Von Reddick, un détective privé aux yeux fixes et à la voix qui ne vacillait pas. Après avoir tout écouté, il s'est adossé à sa chaise. Si ce que vous décrivez est réel, a-t-il dit, cela ne prendra pas longtemps. Sa certitude m'a fait plus peur que la suspicion elle-même. Quand j'ai quitté son bureau, la neige avait commencé à tomber sur Denver. Pas une tempête, juste de petits flocons qui dérivaient vers le bas, doux et silencieux, le genre de silence qui précède quelque chose qui se brise. Je me suis tenu à la fenêtre, regardant la ville se flouter sous le blanc, sachant que ma vie ne reviendrait pas à ce qu'elle avait été. Pas après ça, jamais. 3 jours plus tard, le nom de Vaughn a clignoté sur mon téléphone. Son ton était calme, mais en dessous, j'ai entendu le poids de quelque chose pour lequel il me préparait. « J'ai ce que vous m'avez demandé », a-t-il dit. « Vous devriez venir. » Mes mains ont tremblé pendant tout le trajet jusqu'à son bureau de Cherry Creek, même si mon esprit me semblait étrangement stable, comme si mes émotions étaient allées ailleurs pour me protéger. Quand Vaughn a fait glisser la première enveloppe sur le bureau, j'ai hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des photos de Mason et Ryder entrant ensemble à l'Aspen Crest Hotel, les épaules se frôlant, riant comme 2 personnes qui avaient oublié de se cacher. Sur une autre photo, la main de Ryder reposait légèrement sur le dos de Mason alors qu'ils entraient dans l'ascenseur. Le geste m'a transpercé de part en part. Ce n'était pas amical. C'était intime. Van a placé une clé USB sur la table et a croisé mon regard, comme pour demander la permission. J'ai hoché la tête. Sur l'écran de son ordinateur portable, la vidéo montrait Mason et Ryder quittant une chambre d'hôtel le lendemain matin, Mason portant la chemise de Ryder. Mon souffle m'a quitté en une seule expiration irrégulière. Ce n'était pas spéculatif. Ce n'était pas ambigu. C'était une double vie qu'ils n'avaient même pas pris la peine de dissimuler. Ils agissent comme s'ils se fichaient de qui les voit, a dit Van tranquillement, comme s'ils y étaient habitués. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou, pas à cause des larmes, mais à cause de la réalisation que Mason avait déjà construit un monde entier où je n'existais pas. Quand je suis rentré à la maison, tout semblait trop soigné, trop intentionnel. Des draps frais, un désodorisant, du linge parfaitement plié. Il effaçait les preuves, peut-être pas consciemment, mais instinctivement. J'ai rouvert le 2e téléphone. Un nouveau message était arrivé. La nuit dernière était incroyable. Même heure vendredi. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Ce n'était pas une aventure impulsive. C'était une routine, une habitude, un calendrier. Plus tard, en cherchant un document dans le bureau de son bureau, mes doigts ont effleuré une fine enveloppe enfoncée loin dans un tiroir. À l'intérieur se trouvaient des reçus d'hôtel remontant à plusieurs mois, des dates différentes, le même hôtel, le même numéro de chambre. Mes genoux ont fléchi. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas un faux pas. C'était un système que Mason avait maintenu avec précision. J'ai appelé Sienna, la voix serrée, lui demandant d'arrêter de cacher des choses. Elle ne l'a plus nié. Je savais qu'ils étaient trop proches, a-t-elle avoué. Mason m'a dit de ne pas m'en mêler. Il a dit que si je m'en mêlais, il me couperait les vivres. Sa voix s'est brisée sous le coup de la culpabilité. Je ne savais pas comment te le dire sans perdre mon frère. Je comprenais sa peur, mais cela n'adoucissait pas la vérité. Ce n'était pas seulement un mariage qui se brisait. C'était une trahison tissée pendant des mois, cachée sous le silence, protégée par des personnes qui auraient dû me prévenir. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé autour de la maison. Nos photos encadrées, notre vie partagée, nos souvenirs éparpillés comme des accessoires sur une scène qui ne m'appartenait plus. J'ai enfin vu clairement. Ce n'était pas un homme qui s'éloignait. C'était un homme qui était délibérément entré dans une autre vie, une vie où je n'avais pas de place. Une vie protégée, dissimulée et alimentée par des mensonges venant de toutes parts. Et pour la première fois depuis la nuit de cette fête, le choc a cédé la place à la détermination. Quelle que soit la vérité qui se présentait, je l'affronterais de front parce que quelqu'un devait arrêter de faire semblant. Et ce ne serait pas moi. Gillian a demandé à parler, son ton était pincé et froid, et au moment où je suis entré dans sa maison, j'ai compris le véritable sens de l'invitation. Tout dans son salon était agencé avec une précision chirurgicale, des coussins parfaitement inclinés, pas de poussière nulle part, des portraits de famille disposés comme des trophées. C'était le genre d'espace qui vous disait exactement qui détenait le pouvoir ici.
Et ce n'était pas moi. Je me suis assise en face d'elle, mal à l'aise comme je l'avais été depuis le premier jour où Mason m'avait présenté à sa famille. Elle n'a pas perdu de temps. Mason a besoin d'un environnement plus sain, a-t-elle dit, joignant soigneusement ses mains sur ses genoux. Il a besoin d'espace. Tu as créé trop de pression émotionnelle. Ses yeux n'ont pas cligné. Les miens se sont figés. Alors, le récit avait déjà commencé. Ce n'était pas seulement Mason qui s'éloignait. La famille réécrivait l'histoire pour lui. Puis, elle l'a dit clairement. Mason préparait des papiers de divorce. Il prévoyait de me faire passer pour instable, difficile, peu coopérative. Il voulait que je sois la raison de la fin du mariage, la racine des problèmes que Mason n'a jamais pris la peine de communiquer. J'ai posé des questions sur Ryder. Elle s'est raidie. Les hommes ont besoin de gens qui comprennent leur ambition, a-t-elle répondu avec prudence, évitant mon regard. Je savais ce qu'elle voulait dire, même si elle n'osait pas le dire ouvertement. Elle le savait. Elle le savait bien avant que je ne soupçonne quoi que ce soit. J'ai quitté sa maison sans dire un mot de plus et je suis allé directement chez Sienna. Elle a ouvert la porte en ayant déjà l'air coupable. Il m'a demandé de témoigner, a-t-elle chuchoté dès que nous nous sommes assises. Il veut que je dise que tu lui as mis la pression, que tu étais contrôlante. Sa voix s'est brisée et elle a mis ses mains sur son visage comme si elle avait honte. Je ne savais pas quoi faire. Il a dit que si je ne l'aidais pas, il me couperait les vivres. Ma poitrine s'est serrée. Mason ne mentait pas seulement. Il créait une version de notre mariage conçue pour me détruire. Ce soir-là, en passant devant sa voiture dans le garage, j'ai entendu sa voix, forte, imprudente, s'échappant par la vitre entr'ouverte parce qu'il avait oublié de la verrouiller. Dès que nous aurons divisé les comptes, nous serons libres, a-t-il dit. Ryder a ri à l'autre bout du fil. Mon estomac s'est tordu. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils élaboraient des stratégies. Planifiant une vie après. Planifiant la séparation financière. Planifiant mon effacement. J'ai commencé à tout enregistrer, chaque appel suspect, chaque demi-conversation. Ce n'était plus un mariage. C'était un champ de bataille, et j'avais besoin de preuves. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'avocate Amelia Shore, aux yeux perçants, calme, le genre de femme dont la présence vous stabilisait même lorsque votre monde s'effondrait. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans broncher. Quand j'ai eu fini, elle a pris une longue inspiration et a dit « Vous n'êtes plus dans un mariage. Vous êtes dans une guerre, et vous devez vous battre comme tel. » Ces mots sont tombés durement mais clairement. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti changé, non pas comme une épouse qui essayait de sauver quelque chose de brisé, mais comme une femme qui se préparait au combat de sa vie. Je me suis retrouvé de l'autre côté de la rue de Silver Peak quelques jours plus tard, regardant Mason et Ryder sortir du bâtiment côte à côte. Les yeux de Mason brillants. Le sourire de Ryder aisé, leurs corps orientés l'un vers l'autre d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Ils se déplaçaient comme un couple qui se sentait intouchable. Quelque chose en moi s'est durci. Ce n'était plus quelque chose qui se passait dans l'ombre. Ils ne se cachaient pas. Ils ne pensaient tout simplement pas que j'étais assez importante pour m'en rendre compte. Le dernier rapport de Van est arrivé cet après-midi-là. Mason n'avait pas été au bureau les soirs où il prétendait être enseveli sous le travail. Au lieu de cela, il y avait des réservations d'hôtels, des séjours Airbnb et des registres de stationnement tardifs qui le plaçaient partout sauf à la maison. À chaque fois, Ryder était impliqué, payant les chambres, prenant les dispositions nécessaires, couvrant leurs traces, juste assez pour se sentir intelligent. Vaughn a ensuite révélé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ryder avait été renvoyé de son cabinet précédent pour une relation inappropriée avec un client marié de sexe masculin. Mason n'était pas la première relation de Ryder. Il était juste le plus récent. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Mason était dans le salon en train de parler à Gillian au haut-parleur. Je suis restée silencieuse derrière le mur du couloir, à écouter. Gillian l'a exhorté à finaliser rapidement le divorce et lui a rappelé de préparer l'histoire de mon instabilité émotionnelle. Mes mains tremblaient, mais j'ai tenu le téléphone fermement en appuyant sur enregistrer. Chaque mot est devenu une preuve. Au moment où il a raccroché, j'ai vérifié le tiroir de son bureau, et le scintillement d'un nouveau reçu bancaire a attiré mon attention. Un important transfert avait été effectué vers un compte que je ne reconnaissais pas. Il ne se préparait pas à me quitter.
Il se préparait à partir avec le plus d'argent possible. Juste au moment où j'étais en train de traiter cette information, Sienna a appelé. Sa voix était urgente. Maman prévoit une réunion de famille. Elle veut que tu sois là. Elle veut te faire pression pour que tu signes le divorce en silence. Ne t'y rends pas sans te préparer. Je lui ai promis que je ne le ferai pas. Après avoir raccroché, j'ai ouvert l'ordinateur portable de Mason. Il l'avait laissé déverrouillé dans sa hâte d'aller se doucher et j'ai trouvé un courriel inachevé adressé à son avocat. Lara n'a aucune preuve, avait-il écrit. Nous pouvons aller de l'avant. L'arrogance de cette seule phrase a allumé un feu en moi. Il pensait que j'étais aveugle, faible, facilement manipulable. Il pensait qu'il avait construit une forteresse trop parfaite pour être brisée. Pendant ce temps, Amelia construisait mon dossier. Documentant méticuleusement les fautes financières, l'adultère, la diffamation de caractère, le préjudice émotionnel intentionnel. Elle ne se préparait pas seulement à me défendre. Elle se préparait à démanteler tout le récit de Mason. Et j'ai suivi son exemple en gardant le silence à la maison. J'ai agi normalement, j'ai pratiqué la neutralité, j'ai laissé Mason croire qu'il était en train de gagner. J'ai laissé croire que je ne savais rien, je l'ai laissé sourire à son téléphone, en lisant les messages de l'homme pour lequel il était en train de détruire notre mariage. Chaque soir, il devenait plus négligent. Chaque jour, il gagnait en confiance. Il ne se rendait pas compte que la confiance et la négligence étaient le même ennemi, portant des masques différents. Un soir, je l'ai regardé assis sur le canapé en train d'envoyer des textos à quelqu'un avec un sourire suffisant sur le visage, complètement inconscient du fait que la femme assise à seulement 3 mètres avait déjà fait les premiers pas pour mettre fin à tout ce qu'il pensait contrôler. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement regardé et pensé, tu n'as vraiment aucune idée de ce qui t'attend. Mason a ramené à la maison une ébauche des papiers de divorce comme s'il déposait un colis sur le comptoir de la cuisine. Il n'a pas pris la peine de le cacher. Il a placé le dossier à l'endroit même où il savait que je le verrais immédiatement, puis s'est appuyé contre le comptoir avec le calme de quelqu'un qui croyait déjà avoir gagné. Tu devrais signer, a-t-il dit. Ça nous évitera des ennuis à tous les deux. Sa voix avait ce ton condescendant qu'il utilisait quand il voulait me faire porter la responsabilité. Puis il a ajouté la phrase qui montrait à quel point il avait dérivé dans son fantasme. J'en ai assez enduré. Je l'ai regardé fixement, réalisant qu'il croyait vraiment la version des événements qu'il avait répétée dans sa tête. Il ne me mentait pas seulement à moi, il se mentait à lui-même. Peu de temps après, Sienna a appelé, chuchotant dans le téléphone comme si elle se cachait dans un placard. Elle m'a dit que Mason et Ryder prévoyaient de vivre ouvertement une fois le divorce finalisé. Ils avaient déjà visité un appartement avec des baies vitrées donnant sur la ligne d'horizon de Denver. En l'entendant dire à voix haute, quelque chose à l'intérieur de moi s'est figé. Ils construisaient une vie qui ne m'incluait pas bien avant que je ne sache que quelque chose se passait. Quand j'ai assisté à la réunion de famille organisée par Gillian, je suis entré prête. Le salon était plein. Gillian, les 2 oncles de Mason, une tante, même une cousine que je connaissais à peine. Les visages étaient froids, distants. Cela ressemblait plus à un tribunal qu'à une réunion de famille. Ils se sont parlé les uns sur les autres, m'accusant d'avoir tiré Mason vers le bas, de l'avoir distrait, de ne pas avoir soutenu ses ambitions. Tout était répété. Chacun avait une ligne. Je n'ai pas argumenté. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone à l'intérieur de la poche de mon manteau et je les ai laissés parler. Leur mépris est devenu une preuve. Plus tard ce soir-là, Vaughn m'a envoyé un fichier audio qu'il avait obtenu. Ryder parlait à quelqu'un de son passé, se vantant de la facilité avec laquelle il pouvait influencer Mason. Il est plus facile à guider que je ne le pensais, a dit Ryder. Un peu d'éloge, et il suivra n'importe où. En l'entendant, j'ai senti quelque chose changer. Ce n'était pas seulement une trahison. Mason était manipulé, utilisé, et il était trop aveuglé par le fantasme pour le voir. Amelia et moi nous sommes rencontrés le lendemain pour finaliser notre stratégie. Elle a exposé clairement le plan, si nous déposions la requête en premier avec les preuves, Mason ne pourrait pas me faire passer pour instable ou contrôlante. Le tribunal verrait la séquence des événements pour ce qu'elle était. Elle m'a également dit quelque chose de nouveau, quelque chose dont Mason n'avait aucune idée. Si Silver Peak apprenait qu'il était impliqué dans une relation inappropriée avec un collègue, surtout si elle était liée à des décisions financières, sa position pourrait être menacée.
Ce seul fait a changé tout l'équilibre. Il n'était pas invincible, il était vulnérable. Quand je suis rentré à la maison, Mason a essayé une nouvelle tactique. Il m'a coincé près des escaliers, la voix acérée de frustration. Si tu ne coopères pas, je dirai à tout le monde que tu es émotionnellement instable, que tu ne peux pas te contrôler. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé croire que j'avais peur. Je l'ai laissé penser qu'il avait le contrôle. Puis j'ai reculé, mon téléphone enregistrant toujours dans ma main, et je n'ai rien dit. Ces menaces n'étaient plus des couteaux. C'étaient des signatures sur des documents dont il ignorait l'existence. Je suis resté éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, entendant Mason faire les 100 pas en bas. Ma décision avait déjà été prise, mais maintenant je ressentais quelque chose de plus profond, la détermination. Demain, il ne contrôlerait pas le récit. Demain, il ne me contrôlerait pas. Je suis resté longtemps devant la porte d'entrée, respirant le calme de la maison qui autrefois me semblait être mon chez-moi et qui maintenant me semblait être un champ de bataille. Demain, j'y mettrai fin, et je ne regarderai pas en arrière. Le matin est arrivé avec un calme étrange. Je me suis regardé dans le miroir, étudiant la stabilité de mes yeux. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai reconnu la femme qui me regardait. J'ai conduit jusqu'au bureau d'Amelia Shore et j'ai tout signé, requête en divorce, preuves, pièces jointes, déclaration sous serment, informations financières, le tout disposé comme une carte de la dernière année de ma vie. Amelia a confirmé que les papiers seraient déposés dans l'heure. Quand mon stylo s'est soulevé de la dernière page, j'ai senti quelque chose se décrocher de ma poitrine. Alors que je partais, un message de Sienna est arrivé. Mason a dit à la famille qu'il allait me confronter ce soir, une dernière poussée pour que les choses se terminent à sa façon. L'idée qu'il se vantait d'une confrontation qu'il pensait pouvoir contrôler m'a presque fait rire. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à la maison. Je suis retourné à la maison et j'ai tout disposé sur la table basse, des photos, des reçus, des factures d'hôtel, des relevés bancaires, des transcriptions de textos et les enregistrements audio. Pas cachés, pas subtils, alignés comme une galerie de la vérité. Quand Mason est entré ce soir-là, il s'est figé. Il a vu mon nom sur la requête en divorce. Pas la sienne, la mienne. Son visage a pâli avant qu'il ne se ressaisisse, essayant d'invoquer la version de lui-même qui s'en sortait toujours en parlant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il exigé. « Pourquoi as-tu fait ça en premier ?» Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas répondu à sa colère. Je lui ai dit que je savais depuis des semaines que pendant qu'il prévoyait de me prendre par surprise, je me préparais à exposer la vérité. J'ai placé chaque élément de preuve devant lui, décrivant exactement où je l'avais trouvé. Il est passé du rouge au pâle à quelque chose de proche du gris. Quand j'ai passé l'audio de Ryder l'appelant facile à contrôler, il a craqué. Il a crié que c'était sorti de son contexte, que Ryder ne le pensait pas, que je déformais les choses. Le regarder craquer était étrangement calme en moi. Je n'ai ressenti aucun triomphe, juste de la clarté. Je lui ai dit que l'avocat avait bloqué nos comptes joints, que la maison m'était maintenant légalement attribuée pendant la procédure, que Silver Peak serait informé de sa faute, et que sa tentative de transférer de l'argent avait été documentée. Il s'est jeté sur son téléphone, appelant Ryder sans cesse, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Chaque appel a échoué. J'avais placé un bloqueur de signal sur la table avant qu'il n'arrive. Il ne le savait pas. Tout ce qu'il savait, c'était que Ryder ne répondait pas. Il s'est laissé tomber sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules tremblant de quelque chose entre la colère et la panique. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, il avait l'air petit. Je me suis tenu devant lui et j'ai laissé la vérité s'installer. « Tu ne m'as pas trahi en aimant quelqu'un d'autre, » ai-je dit. « Tu m'as trahi parce que tu pensais que je ne me défendrais jamais. » Puis je me suis éloigné, le laissant assis dans les ruines de tout ce qu'il avait essayé de construire dans mon dos. Des heures plus tard, Sienna a appelé. Mason s'était présenté chez elle, furieux, cassant des choses, criant que tout le monde l'avait trahi. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit oui, vraiment oui. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin arrêté de me perdre pour un homme qui ne m'accordait aucune valeur. Au matin, Gillian a appelé, la voix frénétique, me reprochant d'avoir détruit la famille. Je lui ai simplement dit la vérité, cette famille s'est détruite elle-même. Puis j'ai mis fin à l'appel et à toute obligation que je ressentais envers elle. Ce même matin, Silver Peak a envoyé à Mason un avis de suspension formelle en attendant une enquête interne.
Ryder a disparu. Pas d'appel, pas de message, rien. Il a laissé Mason brûler seul. Amelia m'a appris que Ryder avait déjà soumis une déclaration juridique rompant toute implication personnelle avec Mason pour se protéger. Je suis retourné à Highlands Ranch une dernière fois. J'ai emballé lentement, tranquillement. Chaque objet me semblait être l'écho d'une vie qui ne m'appartenait plus. J'ai laissé les clés sur le comptoir, mon alliance à côté, et un petit mot, merci de m'avoir aidé à me souvenir de ma valeur. J'ai conduit vers Boulder au lever du soleil, les montagnes brillant en or à travers le pare-brise. La route me semblait ouverte d'une manière dont ma vie ne l'avait pas été depuis des années. Dans mon nouvel petit appartement sur Pearl Street, je me suis préparé à dîner, je me suis assise par terre, entouré de cartons, et j'ai ressenti une paix que je ne pouvais pas expliquer. Ce soir-là, Sienna est venue me rendre visite. Elle m'a serré fort dans ses bras, s'est excusée pour tout, et a promis qu'elle voulait que je sois dans sa vie, même si Mason était parti. Il y avait quelque chose d'honnête là-dedans, quelque chose de réel au milieu de toute la destruction. Alors que le soleil se couchait à l'extérieur de ma fenêtre, je me suis tenu tranquille, laissant la lumière s'estomper. Je ne savais pas où ma vie allait me mener ensuite, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'elle m'appartenait enfin. Qu'elle n'était plus façonnée par Mason ou sa famille ou les attentes auxquelles je m'étais plié. Pour la première fois, mon avenir n'appartenait qu'à moi. Debout là, dans mon nouvel appartement à Boulder, regardant le dernier rayon de soleil glisser derrière les Rocheuses, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le calme à l'intérieur de mon propre corps. Pas le silence, pas le vide, juste le calme. Une sorte d'immobilité qui ne venait pas de l'abandon, mais du fait de lâcher prise enfin. C'était étrange de voir à quel point c'était paisible maintenant que tout avait déjà brûlé. Le mariage, les mensonges, les combats que je n'avais jamais demandés, la tempête était passée. Et pour la première fois, je ne me tenais pas dans les décombres en essayant de réparer ce qui ne pouvait jamais être réparé. Je me tenais quelque part de nouveau, quelque part que j'avais choisi. J'ai préparé du thé ce soir-là, pieds nus sur un plancher de cuisine qui ne contenait aucun souvenir de Mason, et je me suis assise près de la fenêtre avec les lumières de la ville de Boulder clignotant doucement en dessous de moi. J'ai pensé à toutes les années que j'ai passées à me rapetisser juste pour maintenir la paix avec quelqu'un qui ne se souciait jamais de la paix, seulement du contrôle. J'ai pensé aux innombrables nuits où je me suis convaincu que le mariage signifiait l'endurance, que la loyauté signifiait rester même quand rester signifiait me perdre centimètre par centimètre. C'est bizarre. Le moment où tout s'est effondré a été le même moment où quelque chose à l'intérieur de moi s'est levé. Je ne me suis pas brisé. Je n'ai pas disparu. Je ne me suis pas effondré comme Mason et sa famille s'y attendaient. Au lieu de cela, je suis devenu quelqu'un que je reconnais à peine mais dont je suis enfin fier, quelqu'un qui peut s'en aller, quelqu'un qui peut se choisir sans s'excuser. Et pourtant, il y a une sorte de deuil qui persiste, pas pour Mason, pas pour nous, mais pour la version de moi qui a passé des années à croire que l'amour pouvait réparer un homme qui ne voulait pas être réparé, un homme qui voyait l'affection comme un fardeau et la loyauté comme une commodité. Je pleure la femme qui n'a cessé de donner des morceaux d'elle-même à quelqu'un qui ne les tenait même pas avec soin. Ce deuil est réel, mais ce n'est pas une encre. C'est un rappel d'où je viens et du chemin que j'ai enfin parcouru. Les gens parlent de la clôture comme si c'était une porte que l'on pouvait fermer une fois et en avoir fini. Mais pour moi, la clôture ressemblait plus à un lever de soleil, lent, patient, répandant la lumière sur les endroits dont je ne réalisais même pas qu'ils étaient encore sombres. Laisser les clés sur ce comptoir de cuisine n'était pas la fin. C'était le début de l'apprentissage à me faire confiance à nouveau. C'était le début du souvenir que je suis plus que ce que quelqu'un m'a fait. Parfois, je me surprends à penser à la nuit où Mason a découvert que je l'avais devancé à son propre jeu, à la peur sur son visage quand il a réalisé que ce n'était plus lui qui détenait le pouvoir. Une partie de moi se demande s'il a jamais compris à quel point j'avais été proche de lui pardonner une fois, bien avant que les mensonges ne s'empilent si haut que je ne pouvais plus rien voir. Mais le pardon, j'ai appris, n'est pas quelque chose que vous devez à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé. Le pardon est quelque chose que vous vous donnez à vous-même quand vous vous en allez enfin. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ce soir, en regardant la ville tranquille en contrebas, j'ai senti quelque chose se relâcher, comme un nœud qui se défait enfin. Mon avenir ne me fait plus peur. Il ne me semble pas imprévisible. Il me semble non écrit. Il me semble ouvert. Il me semble être une route que je peux façonner, pas à pas, kilomètre par kilomètre, sans que quelqu'un ne me retire le volant des mains. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite.
Je ne sais pas quel genre de vie je vais construire à partir d'ici ni qui je vais devenir dans les mois à venir. Mais pour la première fois, cette incertitude ressemble à une possibilité. Cela ressemble à la liberté. Et c'est peut-être la partie qui me touche le plus. L'idée que survivre à quelque chose de douloureux ne vous rend pas plus dur, cela vous rend plus clair. Vous vous voyez différemment. Vous voyez le monde différemment. Et vous cessez d'accepter le genre d'amour qui vous demande de devenir petit juste pour tenir dans le confort de quelqu'un d'autre. Avant d'aller plus loin dans ce qui m'attend, je veux savoir quelque chose. Êtes-vous là avec moi? Êtes-vous à l'écoute? Si c'est le cas, j'aimerais que vous commentiez un simple j'écoute ou que vous me disiez d'où vous regardez. J'aime sincèrement voir jusqu'où une histoire comme la mienne peut aller. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre quelque chose comme ça au moment précis où son propre monde tremble. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un là-bas écoute fait toute la différence. Et si mon histoire vous touche, si vous vous êtes déjà senti invisible, inentendu ou sous-estimé dans votre propre vie, vous n'êtes pas seul. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez. Si vous voulez continuer à marcher avec moi à travers ces histoires, des histoires de reconstruction, de survie, de souvenirs de votre valeur, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est pas juste un bouton, c'est une façon de maintenir un petit coin d'internet où les gens peuvent parler honnêtement de ce qu'ils ont vécu sans honte ni silence. Je m'appelle Lara. J'ai perdu un mariage, oui, mais quelque part en cours de route, je me suis retrouvé. Et peut-être, juste peut-être, c'était le but depuis le début. Et alors que je suis assise ici ce soir, laissant l'air frais entrer par la fenêtre entr'ouverte, je réalise quelque chose que je ne m'étais jamais permis de croire auparavant. La guérison n'est pas bruyante. Elle n'arrive pas avec des applaudissements ou des moments dramatiques. Elle se produit par petits changements, se réveiller sans crainte, respirer sans lourdeur, manger un repas sans se sentir observé ou jugé. Elle se produit dans la décision silencieuse de se choisir encore et encore jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à une rébellion, mais à un retour à la maison. Je ne sais pas où cette route mène, mais je sais que je la parcours enfin avec les deux pieds sur un sol solide. Et si vous regardez ceci, où que vous soyez, j'espère que vous vous donnez la permission de faire de même. Vous méritez une vie qui ne vous rétrécit pas. Vous méritez une histoire qui vous ressemble enfin.